Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous. Un tiers des défibrillateurs hors d'usage, un tiers dysfonctionnel. RTL a pu consulter un audit au vitriol. On va vous parler aussi d'un phasming dérobé en Belgique. Notre histoire commence dans un tout petit village de l'ouest de la France. Région Pays de la Loire, département de la Sarthe, pays des rillettes, des 24 heures du Mans et d'un maire en colère. Voilà un an à peu près, c'était au mois de mai-juin. Donc il y a eu un malaise cardiaque sur une exploitation agricole située à 3 km du bourg du Loir. Donc l'agriculteur est venu chercher le défibrillateur sur la commune du Loir et donc il a branché l'appareil, les électrodes sur la personne qui avait un malaise cardiaque et malheureusement au moment de mettre en fonction le défibrillateur, il s'est aperçu que la batterie avait disparu de l'appareil. L'agriculteur, c'est lui, Olivier Corbin. Avec son épouse, il est à la tête d'une exploitation sur laquelle poussent en saison tomates, cornichons, salades ou haricots. Ce jour-là, un de ses ouvriers s'est effondré, perte de connaissance, absence de respiration, arrêt cardiaque soudain. Moi-même étant pompier volontaire et mon beau-frère qui était présent sur l'exploitation, lui a prodigué les premiers secours, gestes de réanimation. Ma réaction était de prendre le défibrillateur qui se trouvait au niveau de l'église, que je connaissais. Donc pour gagner du temps au niveau des secours, les secours avaient été alertés en même temps. Il manquait la batterie de ce défibrillateur. Donc là, on a continué le massage cardiaque et le temps des secours et on n'a pas pu faire de réanimation, d'avoir un choc électrique avec cet appareil. Le monsieur est décédé. Nous, on sait qu'en tant que pompier, on arrive à récupérer quand même des personnes, certes peu, mais on arrive quand même à en récupérer. Stupeur, l'appareil qui avait déjà servi plusieurs fois en 10 ans était ce jour-là totalement inutile. On a été choqués. On était en colère quand on a appris ça parce que prendre la batterie d'un défibrillateur, qui est un appareil pour sauver des vies, on trouve une attitude déplorable, irresponsable et qui est à condamner fermement. Donc j'ai déposé plainte auprès de la gendarmerie du secteur. Malheureusement, on n'a pas retrouvé les personnes. Le défibrillateur avait bien été révisé 2 mois plus tôt et semblait totalement conforme. Ce fait divers funeste a logiquement fait grand bruit dans le canton et même dans toute la région. D'autant plus que l'affaire, malheureusement, ne s'est pas arrêtée là. Cet appareil aurait pu servir le lendemain sur cette commune du Loir où une femme de 60 ans a perdu la vie. C'est aussi suite à un malaise cardiaque. Malheureusement, 3 jours après cet accident cardiaque de la personne qui cueillait des cornichons chez l'agriculteur à 3 km du bourg du Loir, une autre femme a eu un malaise cardiaque et il y a des personnes qui sont venues pour chercher le défibrillateur, mais malheureusement, on n'avait pas eu le temps de recevoir la batterie et de changer sur l'appareil. Donc, il n'y avait plus de défibrillateur au niveau de la commune disponible qui était libre au public. Alors donc, vous voyez les conséquences que ça peut avoir, un tel vol. Voilà. Donc voilà, c'est déplorable. Déplorable et même plus que ça, assassin. Mais en fait, le plus terrible est que d'autres défibrillateurs étaient bien placés en d'autres points de la commune. Mais à l'heure du deuxième accident, cela était enfermé dans la salle des fêtes, la salle de sport et dans la maison de retraite voisine. En ce mois de juin 2023, la commune du Luard a joué de malchance. Ses élus avaient bel et bien fait leur travail et s'étaient conformés aux recommandations en vigueur.
Ils avaient même installé sur leur territoire 4 appareils au total, soit 1 pour 350 habitants environ, bien plus que la plupart des autres communes de France. Mais alors, que pouvaient-ils faire ? Pour en savoir plus, allons visiter les 2 communes les plus proches, Lavaret et Dolon, 800 et 1400 habitants. Comment s'en sort-on avec ces satanées machines à quelques kilomètres de là ? À Lavaret, on trouve 2 défibrillateurs récents de la même marque. L'un sur la façade de la mairie, le second à l'entrée de la salle des fêtes, positionnés donc tous les 2 en extérieur et donc accessibles au public. Si on les met à l'intérieur, ça ne voit pas l'intérêt. Si c'est des choses qui sont faites pour être à l'extérieur, pour sauver des vies, donc voilà. On en a mis 2, maintenant, après, s'ils sont bien ou pas bien, je n'en sais rien. C'est pas moi je suis pas un professionnel du défibrillateur, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien. Et puis je vous dis, j'espère qu'on s'en servira pas, mais j'espère le jour où on s'en servira, qu'il n'y a pas la pile qui est plus, qu'on nous a piqué la pile, qu'on nous a bousillé le truc, etc., etc. quoi. Voilà, parce que là, ça serait... là, c'est dramatique, par contre. On a fait le choix d'en avoir. On a fait le choix, c'est sûr, d'en avoir. Il y a un moment qu'on faisait le choix d'en avoir. On repoussait. Alors, à un moment donné, aussi, la Comcom nous avait dit, la communauté de communes nous disait, ben, écoutez, on va regrouper pour toutes les communes pour faire un prix. Et ça n'avançait pas non plus. Donc, à un moment donné, on a fait le choix avec le conseil municipal d'en acheter, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça, on n'a pas du tout fait attention à la marque, au prix, enfin, si on fait attention au coût, mais je veux dire à la marque, pourquoi celui-là, pour celui-là, qu'est-ce qui peut nous apporter de plus, qu'est-ce qui peut nous apporter aussi de moins. Au niveau du coût aussi, le coût est important. Vous savez, les petites mairies, on fait attention à ce qu'on achète. Le département nous aidait un peu par rapport à ça aussi. Donc voilà, et après, on n'a pas... on n'y connaît pas grand-chose par rapport à ça surtout. On n'est pas très bien aidé, donc... Non, les petites communes de France ne sont pas très bien aidées, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais au fait, est-ce qu'elles sont même obligées d'installer des défibrillateurs sur leur territoire ? Obligatoire, entre guillemets, quoi. Je suis sûr qu'il y a des communes qui n'en ont pas. Hein. Je suis sûr qu'il y a des communes qui n'en ont pas. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage. C'est quoi qui est dommage ? Qu'on ne soit pas, enfin que toutes les communes ne soient pas au courant, et je pense que ça devrait être obligatoire maintenant, parce que je pense, je veux dire, par rapport, ça peut, enfin, si ça peut sauver des vies, il n'y a pas de problème, ça devrait être obligatoire. Enfin, on devrait tous avoir des défibrillateurs dans chaque commune. Que disent les textes ? Si l'on se fie au site du ministère de la Santé, on apprend que les défibrillateurs sont obligatoires dans les lieux publics, soit dans les bâtiments de la mairie elle-même, ainsi que dans les autres ERP de la commune, tels que gymnase, stade ou salle de sport. Depuis le 1er janvier 2022, il est même obligatoire d'équiper les ERP publics comme privés, mais dans les textes, rien n'est dit sur la voie publique, alors que de nombreux accidents s'y produisent. Résultat, dans de nombreuses communes de France, la plupart des appareils sont enfermés et donc inaccessibles en dehors des heures ouvrables. Des défibrillateurs ? Oui, mais lesquels et où ? Entretenus ou révisés ? Par qui et comment ? Ce défibrillateur placé dans une église peut-il par exemple avoir quelque utilité quand on sait que les lieux de culte sont peu fréquentés de nos jours et fermés la plupart du temps ? Mais à propos, qu'en est-il de Dolon, le 3e village de ce canton de la Sarthe, dont les maires sont si peu aidés pour comprendre une loi bien plus complexe qu'il n'y paraît ? Sur la façade de la mairie, un défibrillateur dans un coffret qui semble assez ancien. On nous reçoit gentiment, mais nul ne veut parler devant la caméra. Les explications nous sont données par téléphone un peu plus tard. On apprend alors que la mairie n'a pas de contrat de maintenance et que c'est le personnel municipal qui s'occupe de tout, comme il peut. On fait la maintenance quand il y a à changer les électrodes dans les chambres, oui. Ouais, on les vérifie et les batteries aussi, on vérifie. Et les électrodes, vous faites comment pour les vérifier ? Vous les ouvrez donc ? Pas forcément, parce qu'il y a les dates dessus. Ah voilà, d'accord, vous vous fiez à la date. Ok, je comprends, c'est normal. Oui, il y a les dates dessus. L'armoire de votre défibrillateur qui est sur la façade, c'est une armoire qui garde la température constante ou bien ? Je ne pense pas qu'elle est reliée, je sais pas. Ici, je sais pas, moi, où j'étais précédemment, oui. Ça gardait la température, mais là, honnêtement, il faudrait que j'aille voir, mais je sais pas. D'accord, merci bien madame. Pas de souci. Bonne journée. Retour sur l'exploitation d'Olivier Corbin, qui est donc agriculteur, pompier volontaire, mais aussi adjoint à la mairie de Dolon.
Ce défibrillateur, il le connaît bien. La commune, ça fait à peu près 8 ans qu'on est équipé. Voilà, il n'y a pas de maintenance. C'est vrai que c'est la secrétaire qui contrôle la batterie, voilà, ou des agents. Bien, un peu suite à ce qui s'est passé chez nous, moi-même, j'ai dit on les contrôle régulièrement. Parce que vous n'avez pas de contrat de maintenance. Quand on vous l'a On n'a vendu, pas. on ne vous l'a même pas proposé. On ne nous l'a pas proposé, voilà. Mais ça, je pense que c'est pour aussi plusieurs communes. On vend, ils installent, mais derrière, il n'y a pas de maintenance, voilà. Compliqué. Les mairies font ce qu'elles peuvent, les pompiers également. Intervenir face à un arrêt cardiaque soudain s'apparente malheureusement à une course contre la montre. Pour sauver la victime, c'est une question de minutes, 3 selon les spécialistes, pour qu'il n'y ait pas de séquelles dans le meilleur des cas. Or, les secours mettent en moyenne 13 minutes pour se rendre sur place. C'est donc au premier témoin d'intervenir le plus rapidement possible. C'est pour cela qu'en 2007, le législateur a décidé d'équiper le territoire de défibrillateurs et de permettre à tout citoyen de s'en servir, comme si cet appareil était la solution miracle. En fait, lorsqu'un arrêt cardiaque survient, après avoir appelé les secours, il faut avant tout prodiguer les premiers soins à la victime, soit pratiquer un massage cardiaque avant même d'utiliser un défibrillateur. C'est le plus important et c'est écrit noir sur blanc sur de nombreux documents officiels depuis des années. Dans un rapport de 2018, l'Académie de médecine recommandait même de former 80% de la population française aux gestes de premier secours avant 2027. Le président Macron en faisait aussitôt un objectif prioritaire. Pour quel résultat ? La volonté politique. Une volonté politique, le président de la République avait affiché en 2018 l'ambition que 80% des Français soient formés au premier secours. Alors, où en sommes-nous ? En 2022, nous avons formé en France 810 000 personnes. Comme vous le voyez, en 2023, 15% d'augmentation. Si je rajoute les 700 000 formés dans le milieu du travail, on doit se mettre à la tâche. Plus de 54 millions à former. Si on en forme 1,7 million, durée nécessaire de formation, 32 ans. Et oui, malgré les discours, l'urgence médicale n'est pas vraiment une priorité politique. Plutôt que de former les Français aux gestes de premier secours, on a préféré disséminer sur le territoire des défibrillateurs cardiaques, 500 000 à ce jour, en espérant que les témoins d'accidents voudraient et sauraient bien s'en servir. Or, aucune campagne d'information nationale n'a été lancée, ni pour former, ni pour informer les gens. Le Français moyen ne connaît pas les gestes qui sauvent, mais il ne sait même pas qu'il peut utiliser un défibrillateur et qu'en ouvrant l'appareil, il sera guidé par la machine. Ça marche comment ? Ah, ça, je ne l'ai jamais utilisé. Il y a une notice avec. Ah, il y a peut-être une notice, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne peux pas vous dire. J'ouvre la boîte. Ensuite, je suis la notice, je mets avec les lunettes. Après, oui, il faut le mettre sur le cœur et puis faire une impulsion. Non ? Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Là, il faut le prendre à essayer et puis c'est tout, quoi. Je sais que ça peut sauver des vies, mais je reconnais que je ne connais pas l'utilisation. Voilà, c'est tout. Donc, j'aurais besoin d'un cours. C'est bien là le problème. Voilà. On sait à quoi ça sert. Quelqu'un tombe devant nous, mais je ne saurais pas m'en servir. Je pense qu'il y a les instructions sur la boîte. Après, j'ai l'impression que c'est à usage de tous. Ouais, normalement, il me semble que c'est très facile à utiliser, que la machine nous dit comment l'utiliser au moment où on le sort de sa boîte. Ce que je sais, c'est que si des gens font un malaise dans la rue, on peut les ranimer grâce à ça. Et tout est bien indiqué pour poser les petits... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les petits palets, les petits collants. Ouais. Bref. Tout est expliqué comment ? Il y a un livre avec, il y a quoi ? Comment ça marche ? Non, il n'y a pas un dépliant avec les flèches où il faut poser... Vous savez, vous voulez Moi, pas je me sais. dire. Moi, quand je travaillais, j'ai eu, disons, des cours, comment secourir et tout ça, de secourisme, mais pas au niveau stimulation cardiaque. Si, j'ai appris sur un mannequin, mais c'est tout. Mais cette boîte-là, je ne l'ai jamais vue. Et vous sauriez vous en servir ou pas ? Non, pas du tout.
Pas du tout, ça m'a l'air compliqué, mais bon, regardez. Je veux savoir tout ce que vous savez sur les défibrillateurs. On t'écoute. Alors, en fait, ce qu'on voit à la télé, hein, des défibrillateurs, mais on s'en est jamais servi. On n'a pas l'occasion de... voilà. Heureusement. On ne nous a pas expliqué, on n'est pas allé se former pour. Oui, alors qu'est-ce que vous savez du coup? Du coup, pas grand-chose. C'est que c'est pratique, qu'il y en a de plus en plus. Par contre, je n'ai jamais expérimenté l'appareil. Et alors, est-ce que vous sauriez vous en servir? Non, pas du tout. Non. Et d'après vous, comment ça fonctionne? Stimulateur cardiaque, il faut. C'est un appareil qu'on doit me poser dessus, non? C'est ça? C'est vous qui savez? Dites-moi ce que vous savez. Je ne sais pas plus que ça. J'en sais pas plus que ça. Si la victime ne réagit pas ou ne respire pas normalement, dégagez le haut du corps de tout vêtement, les coupez si nécessaire. Si la victime réagit, éteignez le défibrillateur. Ouvrez le sachet d'électrodes. Enfichez le connecteur des électrodes dans l'appareil. Ne touchez pas la victime. Une analyse du rythme cardiaque va être effectuée. Analyse du rythme cardiaque en cours. Le choc est nécessaire. Ne touchez plus la victime. Attention, le choc va être délivré. 3, 2, 1. C'est aussi simple que cela. C'est ainsi que l'on peut sauver une victime d'accident cardiaque. À condition bien sûr qu'un massage ait été pratiqué au préalable, à condition que le défibrillateur ait pu être apporté rapidement, à condition que les secours soient arrivés très vite, à condition que. Hélas, les choses sont bien plus complexes. Pour utiliser un défibrillateur, il faut déjà en trouver un. Où? Comment? Ces appareils sont normalement indiqués par une signalétique adaptée, DAE, défibrillateur automatique externe. Qui n'a pas déjà vu ce logo quelque part sur sa commune? Mais où exactement? À la mairie, au gymnase, à la poste, à l'église? Pas facile de s'en souvenir. Installer des défibrillateurs, c'est bien, mais encore faut-il savoir où ils se trouvent. Qui le sait? Les pompiers, le SAMU, les ambulanciers, les médecins? Non, pas forcément. En 2007, le gouvernement a imposé les défibrillateurs dans l'espace public, mais à l'époque, il ne s'est guère soucié d'établir la cartographie des appareils. Cela n'a été fait qu'au bout de 10 ans, grâce à l'acharnement d'un homme et de son association. Eh bien, bonjour, merci d'être tous là ce jour pour avancer sur ce point important. 2007, c'est le texte qui a, le décret qui a autorisé les non-médecins à utiliser les défibrillateurs. Et un an après, avec des amis urgentistes et tout, on s'est dit, mais finalement, il y en a qui s'installent. On en avait vu, entre autres, en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Est-ce que les SAMU savent où ils sont pour être capables de dire à quelqu'un qui téléphone pour un arrêt cardiaque où il y en a? Et la réponse était non. C'est là qu'on a décidé de créer la base de données Arlon, qui est restée, qui fonctionne encore, mais qui maintenant est remplacée par la base de données nationale des défibrillateurs, GODAE, qui a été créée à partir de la loi de juin 2018. L'important, c'est d'avoir une base de données, bien sûr, la plus exhaustive possible, mais surtout qu'elle soit mise à jour, parce que s'il n'est pas mise à jour, 6 mois après, 1 an après, les informations vont pas être bonnes. Donc maintenant, on est loin du but, puisqu'il y a à peu près 450-500 000 défibrillateurs en France actuellement, et il y en a 125 000 à peu près qui sont déclarés à la base de données, donc suivis. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et on aide là, autant qu'on peut la Direction générale de la santé pour que les exploitants continuent à avancer, à déclarer, etc. En clair, l'État a mis 10 ans pour créer une base de données qui est à ce jour très incomplète. Il est aujourd'hui obligatoire de localiser son défibrillateur, mais en fait peu d'exploitants le savent. Lors de notre passage dans la Sarthe, nous avions d'ailleurs demandé à monsieur le maire de Lavaret si ces défibrillateurs étaient localisés. Je suis pas sûr. Donc voilà. Ouais, et je suis pas sûr. En fait, ce qui aurait été bien, c'est de savoir qu'il y en a un là ou un là, etc. Et puis que, oui, mais je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Oui, parce que si vous ne faites pas la démarche vous-même, si un agent de la mairie ne fait pas la démarche
de l'indiquer sur le site du ministère, personne du ministère va vous réclamer, va vous Ah demander... ben non, si non, non. non, non, non. Oui, puis c'est même une chose que j'ai même pas pensé, vous savez. Ben non, il fallait qu'on nous aide, pas pour penser à tout, mais il fallait qu'on nous aide par rapport à ça. Non, 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 ben non, non. Non. Eh oui, M. Massé n'a jamais su qu'il devait enregistrer ses appareils sur la base de données GeoDAE. Il n'y a pas pensé lui-même, mais comme il dit, on ne peut pas penser à tout. Et le ministère, l'ARS, la préfecture ne lui ont jamais rien dit. Dans cette fameuse banque de données, il y a donc tout de même 130 000 appareils enregistrés. Officiellement, ceux-là sont donc très faciles à utiliser. Pour les trouver, il suffit de télécharger une application sur son téléphone. Si vous êtes témoin d'un accident cardiaque et que vous devez porter assistance à la victime, il faudra donc que vous ayez votre téléphone avec vous et que vous ayez téléchargé l'application ou que vous preniez le temps de le faire. Ensuite, c'est très simple. Après vous avoir localisé, l'application vous indique où se trouvent les défibrillateurs les plus proches. Nous avons fait cette expérience un dimanche de juillet 2024. Ce jour-là, il y avait 11 défibrillateurs autour de nous, à moins d'1 kilomètre de distance. Génial. Sauf que 2 seulement étaient accessibles, normal sans doute pour un dimanche. Le premier était celui de la mairie. La fiche d'information de ce défibrillateur était indiquée complète à 80%, mais l'appareil semblait bien accessible. Les horaires d'ouverture nous rappelaient que la mairie était bel et bien fermée en ce dimanche d'été. Pas de panique, le défibrillateur devait être placé à l'extérieur. En fait, à 11 mètres à peine selon l'application. Hélas, c'est à l'intérieur du bâtiment que nous le découvrons finalement, enfermé à double tour, protégé contre le vol, mais bel et bien hors de portée. Nous partons alors à la recherche du deuxième appareil, indiqué comme étant celui du boulodrome, à moins de 200 mètres de la mairie. En ce week-end pluvieux, pas de joueurs, pas de défibrillateur non plus, en apparence. Nous faisons le tour du terrain, en vain. Le boulodrome est vaste, dégagé, mais nous ne voyons même aucune signalétique relative à ce défibrillateur. Celui-ci figure pourtant toujours sur l'application, à 135 mètres de nous apparemment, mais en fait absolument introuvable. Une base de données incomplète, une application qui n'est pas à jour. Sauver la victime d'un accident cardiaque n'est pas qu'une course contre la montre, c'est aussi le parcours du combattant. Qu'en est-il des défibrillateurs eux-mêmes? Fabriqués en Chine, en Turquie, aux États-Unis, en Europe, que valent ces appareils? Et déjà, est-ce qu'ils se valent tous? Non, non, non. Là, je dirais, il y a un peu à boire et à manger sur le marché. On peut estimer quand même que tous les défibrillateurs qui sont commercialisés aujourd'hui ont les capacités de choquer. Maintenant, il y a des défibrillateurs qui sont nettement plus performants que d'autres. Non, il y a des différences techniques importantes, il y a des différences d'efficacité qui sont peu documentées, mais qu'on peut retrouver dans des études qui sont les études indépendantes. Ce qui est certain, c'est que nous, il y a des modèles avec lesquels on refuse absolument de travailler, c'est-à-dire que on connaît à peu près tous les défibrillateurs, on les a testés en profondeur, et il y a définitivement des modèles qui ne nous paraissent pas suffisamment qualitatifs pour être déployés en France. Quand on l'ouvre, s'il est alimenté, je coupe l'alarme en mettant un bout de scotch pour ne pas me casser les oreilles toute la journée. Et donc mon défibrillateur est ici. Et la partie importante, c'est que mon défibrillateur, depuis mon dernier passage, il est toujours vert. Tous les défibrillateurs ne se valent pas, pour la simple et bonne raison que il y a des défibrillateurs, de par leur technologie, n'ont pas la capacité de se vérifier tous les jours. Les 2 entités pour lesquelles je travaille sont des entités qui ont choisi un seul et même modèle de défibrillateur, qui ont la capacité de se tester toutes les nuits. Et toutes les nuits, si par hasard il y avait un défaut, le lendemain matin, quand vous arrivez devant votre défibrillateur, vous le voyez. À l'inverse de ça, il y a des gros fabricants qui, si on applique ce paramètre d'autotest toutes les nuits, la batterie, au lieu de durer 4 ans, elle va durer à peine 1 an. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas les brevets, les technologies pour pouvoir
mettre en place cet autotest quotidien. Et pourtant, cet autotest permet d'avoir un visuel et savoir que l'appareil est opérationnel. Pour ces professionnels, c'est assez clair. Tous les appareils aujourd'hui proposés à la vente, mais aussi ceux déjà installés depuis parfois 10 ou 15 ans, n'ont pas la même efficacité. Une fois les électrodes placées, le DEA vous demandera de rester à l'écart et de ne pas toucher le patient pendant qu'il effectue un ECG du cœur. Il faut savoir qu'un défibrillateur relève de la haute technologie. Il doit d'abord analyser la victime afin de savoir si elle doit être défibrillée. Il doit ensuite choquer, c'est-à-dire délivrer un courant électrique dont la durée, la forme et l'intensité sont adaptés à l'état de la victime, à son âge ou à sa corpulence. Mettez à nu le thorax du patient. Tous les défibrillateurs n'ont pas les mêmes caractéristiques, entre autres le fait d'être à énergie variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le défibrillateur, selon la morphologie de la personne, va calculer l'indice de masse corporelle de la personne et voir le temps de réponse que l'on a entre l'électrode A et l'électrode B. Et lui, il calcule en fait une impédance électrique, et cette impédance électrique, il doit avoir la même chose à l'autre bout. Et le défibrillateur, quand ils sont à énergie variable, adapte en fonction de la corpulence de la personne. Quand vous avez des défibrillateurs qui sont à énergie fixe, dans ce cas-là, que ce soit un enfant ou un adulte, il y aura la même puissance de choc délivrée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout adapté, puisqu'il y a des normes à respecter pour pouvoir avoir une efficacité optimale en fait. Et ce type de défibrillateur à énergie fixe, il s'en installe encore? Il s'en vend encore? Oui, bien sûr, il s'en vend encore. Il s'en vend encore, puisqu'en fait, il y a plein de fabricants qui aujourd'hui ne vont pas passer le cap des nouvelles normes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les bradent. Ils les bradent pour s'en débarrasser. Et aujourd'hui, on se retrouve, nous, avec des gens qui nous disent « Non, mais c'est bon, j'ai changé mon défibrillateur, j'en ai mis un neuf, je l'ai payé 400 €. » 400 €, vous avez un appareil qui, dans un an, sera bon à prendre et à mettre à la poubelle, en fait. Analyse du rythme cardiaque. Choc recommandé. Oui, un défibrillateur est bien une machine très sophistiquée, plus ou moins efficace selon ses caractéristiques techniques. Défibrillateur à haute ou basse énergie, à ondes mono ou biphasiques, dont la puissance varie de 90 à 360 joules. Autant dire que la gamme est large et que les résultats peuvent fortement varier d'un appareil à l'autre. Alors, comment savoir si celui que vous allez utiliser sera opérationnel? Exemple pratique, ce défibrillateur est l'un des plus vendus en Europe. Comme tous les autres, il clignote en vert pour indiquer qu'il est en état de marche. Or, dans le cas présent, dès son ouverture, on peut s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Restez calme et suivez les instructions. Vérifiez que les électrodes sont bien connectées à l'appareil. Dégagez le haut du corps de tout vêtement, les coupez si nécessaire. Ouvrez le sachet d'électrodes se trouvant dans le couvercle de l'appareil. Et oui, sur ce modèle, les électrodes censées être connectées et stockées dans le couvercle de l'appareil ne sont tout simplement pas là. La lumière verte pourtant clignotait. Or, il faut savoir que la plupart des exploitants se contentent de vérifier l'état de leur défibrillateur en se fiant à cette petite diode verte qui clignote en façade. Fabricants et distributeurs s'évertuent en fait à rassurer les acheteurs en leur disant qu'ils n'auront rien à faire ou presque pour s'assurer du bon fonctionnement de leur appareil, comme si tous ceux qui étaient installés étaient en bon état. Or, en mars dernier, lors du séminaire consacré au sujet par l'association Arlode à Paris, un chiffre a été révélé qui dresse un constat alarmant de l'état du parc des défibrillateurs en France. Que 40%, 41% seulement sur les 3 dernières années, donc sur un échantillon de 6021 audits, 41% des défibrillateurs étaient aptes à une maintenance immédiate. En clair, cet opérateur a constaté que sur 6000 appareils contrôlés, près de 60% d'entre eux étaient non fonctionnels ou présentaient des défauts graves. Un constat qui pourrait effrayer le grand public, mais que malheureusement la majorité des professionnels confirment et peuvent même expliquer. On ne peut pas dire que sur ces 6000, parce qu'il y en avait un peu plus de 6000 qui avaient été examinés, 60% n'auraient jamais marché, mais il y avait un doute réel pour que 60% de ces 6000 ne marchent pas. Alors, ce n'est pas le parc général, heureusement, des 500 000 en France.
Les derniers qui ont été mis en place il y a quelques mois ont toutes les chances de marcher. Mais si on ne met pas le processus en place pour qu'il y ait une maintenance, eh ben les anciens, on sait qu'il y en a un tas déjà qui ne marchent pas ou qui risquent de ne pas marcher. Et les nouveaux, ça va se reproduire de la même manière. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, s'ils ont été mis à un endroit pas adéquat, s'ils ne sont pas suivis et compagnie, si on ne les vérifie pas, on aura les mêmes problèmes. Que le travail soit bien fait, c'est tout. Et que on est à 99,95%, toutes les chances que le défibrillateur fonctionne si on en a besoin. Donc après la discussion de savoir si 10% marche pas, 20%, honnêtement, je m'en fous complètement. Le chiffre, c'est pas combien ne marche pas, c'est tous devraient marcher, sauf cas rarissime. Point. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. On n'a pas droit à l'erreur dans ce domaine. On est passé de, allez, on va dire entre 50 et 100 000 machines à 500 000 machines. Un marché phénoménal en l'espace de 5 ans. Donc, tous ceux qui vendaient de la téléphonie, qui s'étaient cassé la figure, après ils se sont mis à la vapoteuse, mais après dans la rue il y avait 10 vendeurs de vapoteuses. Alors on se met au défibrillateur, en plus c'est une noble cause, on va sauver des vies. Mais comme on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on fait? On vend un prix. Ces gens, ils sont bons dans la vente, mais derrière, la formation, l'entretien, ces choses, on n'en parle même pas. Et puis on suppose que parce que c'est du matériel médical, c'est fiable. Moi j'ai entendu des fabricants dire, mais ça sert à rien de faire une maintenance. Le matériel, il est garanti 8 ans. Mais attendez, s'il y a une garantie, c'est pour couvrir les pannes. Sinon, il n'y aurait pas de garantie. Donc, et comment on couvre les pannes? On attend d'avoir à l'utiliser pour se rendre compte qu'il ne marche pas? Et oui, à ce jour, vendre et installer des défibrillateurs est un business ouvert à tous. Et la plupart de ceux qui ont sauté sur l'affaire se contentent de vendre sans avertir les maires des petites communes de France ou les responsables d'ERP que les uns et les autres ont des obligations bien précises. Les collectivités, les établissements recevant du public sont en général au courant qu'il faut s'équiper parce que les marchands sont venus leur dire qu'il faut s'équiper, c'est obligatoire, il y a des textes maintenant. Bon, donc ils ont acheté. On ne leur a pas fait toute l'information sur la maintenance, ça c'est clair. Certains l'ont fait, d'autres pas. On ne leur a pas dit qu'il y avait un problème de maintenance, puisque sur la maintenance, certains ont un petit peu dit non, vous en faites pas avec notre matériel qui est très moderne et compagnie, il n'y a pas besoin de maintenance. Alors, je dirais que c'est de la non-information. Si je vais un peu plus loin, je dirais que c'est un peu de l'escroquerie. Mais en gros, ça permettait de dire qu'on était moins cher que le concurrent parce que nous, il n'y avait pas de maintenance. Mais c'est mensonger. C'est mensonger. Le texte qui accompagne justement le décret d'obligation des défibrillateurs dans les ERP est bien clair. Il dit que l'exploitant est responsable du remplacement des consommables, que le remplacement des consommables n'est pas considéré comme un acte de maintenance, alors que vous avez des pseudo-sociétés de maintenance dont le contrat de maintenance consiste simplement à remplacer à date anniversaire les électrodes ou la batterie. Ça, c'est pas un acte de maintenance. Un véritable acte de maintenance, c'est de mettre un simulateur sur le défibrillateur, de le tester avec soit une fibrillation ventriculaire, soit une asystolie, pour voir s'il réagit par rapport aux symptômes qu'il va diagnostiquer, et ensuite récupérer en mémoire, avec un PC, qu'est-ce qui s'est passé, et exactement quel en est l'état à l'intérieur du défibrillateur, le niveau de batterie qui lui reste, etc. Ça, très peu de sociétés le font. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours, veuillez patienter. Choc déconseillé. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Retirez le sachet carré vert du couvercle du défibrillateur. Voilà, donc là on a fait le premier test qui est un test pour vérifier comment il se comporte dans le cas où il n'y a pas de choc nécessaire. Donc on lui a fait croire qu'il avait des électrodes qui étaient connectées à une victime, mais avec un rythme qui est non choquable. Donc ça peut être un cœur arrêté ou un rythme tout à fait normal. Donc là il est capable de se rendre compte que sur un rythme normal, il n'y a pas besoin de choquer. Maintenant on va faire la deuxième procédure qui est vérifier dans un cas où effectivement il doit choquer. Ne touchez pas le patient.
Choc conseillé, ne touchez pas le patient. Le choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Ok, donc il a passé le test de choc. Là, il a cru qu'il avait affaire à une victime, mais il a vraiment délivré un choc. Donc, évidemment, le choc a été absorbé par le simulateur et le défibrillateur. Maintenant, on va vérifier qu'il revient en position normale. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se reconnecter une troisième fois dessus pour voir la façon dont il a choqué. Donc, on va rentrer dans le détail. L'agent qui fait cette intervention, s'il n'arrive pas à valider, à ce moment, il va appeler notre siège. On a un centre ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il va pouvoir être aidé par nos agents techniques. Si par contre il valide l'intervention, notre logiciel va envoyer une notification donc, à notre siège. Et à notre siège, il y a des agents techniques qui vont regarder toute l'intervention, qui vont faire des tests additionnels. Et si ces tests additionnels sont conformes, eh bien, à ce moment, on va déclarer la maintenance conforme et le client recevra quelques minutes après automatiquement tous les rapports d'intervention. Donc c'est important de comprendre qu'on a plusieurs niveaux de validation parce qu'on ne peut pas attendre d'un agent sur le terrain qu'il soit capable de gérer toutes les situations, même avec un support téléphonique de nos opérateurs. On l'a compris, de toute évidence, l'entretien et la maintenance d'un défibrillateur n'est pas l'affaire de 5 minutes, ni celle d'un amateur. La plupart des installateurs en France ne se donnent pas autant de peine. Ils n'ont surtout ni les compétences, ni le matériel ou les services requis. Mais ce n'est pas tout. Non seulement de nombreux distributeurs se contentent de vendre sans proposer de formation, sans assurer de suivi ni de véritable entretien, mais en plus, la majorité d'entre eux seraient tout simplement hors la loi. Aujourd'hui, on est quand même dans un cas qui est extrêmement grave. 80% des acteurs du marché du défibrillateur ne respectent pas la loi, le Code de la santé publique, avec un article très précis qui exige une assurance responsabilité civile professionnelle pour la vente, la location et la maintenance de dispositifs médicaux. Pour avoir, dans une vie antérieure, travaillé sur d'autres marchés, notamment la reprographie, je peux affirmer aujourd'hui, et je regrette qu'il n'y ait pas de représentant du ministère de la Santé, qu'on est moins surveillant aujourd'hui et moins attentif à la distribution d'un dispositif médical de classe 3, classe de risque la plus élevée, que pour la distribution et la maintenance d'un photocopieur. Qui l'eût cru ? Un défibrillateur est un dispositif médical de classe 3, dans laquelle on trouve par exemple les IRM, les stents ou les prothèses de hanche, comme si ces appareils pouvaient être manipulés par n'importe qui ou ne pas être entretenus ou révisés. Alors que s'est-il passé ? Députés et sénateurs ont pourtant voté une loi qui devait régler le problème. Installer des défibrillateurs dans l'espace public en 2007, génial. Les rendre obligatoires dans tous les ERP en 2018, encore mieux. Les parlementaires semblaient bien conscients des problèmes, mais en fait, ils se félicitaient un peu vite de l'importance d'une telle loi et des solutions qu'elle apportait au pays. Pour eux, oui, le défibrillateur n'était rien d'autre que la solution miracle. Je dois avouer être saisi d'une certaine émotion à l'instant où j'évoque devant vous la genèse et les grandes lignes de cette proposition de loi. Aujourd'hui en France, le taux de survie est inférieur à 8% quand d'autres pays atteignent un taux de 74%. Plus le secteur est équipé, plus le taux de survie augmente. C'est une réalité incontournable. Si l'installation des défibrillateurs, qui sont des dispositifs médicaux, est en principe assortie d'une obligation de maintenance, sa mise en œuvre est souvent difficile du fait de la complexité de la chaîne de distribution et d'exploitation. Dans ce contexte, il est très probable qu'une large partie du parc des DAE installés sur le territoire français ne soit pas fonctionnel. Pour sauver des vies, il faut que ces défibrillateurs soient entretenus. C'est pourquoi nous mettons en place une obligation d'entretien. C'est aussi la raison pour laquelle nous proposons la mise en place d'un registre numérique accessible à tous, pour identifier le défibrillateur le plus proche et ne pas perdre une seconde. Dès lors, chacun comprend l'importance qui s'attache au vote de ce texte. Il constitue un pas de géant au regard du retard pris par rapport à nos pays voisins. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale et son vote conforme permettra sa mise en place immédiate. Avant tout, elle permettra de sauver des vies. C'est une urgence absolue. Merci, chers collègues. À les entendre, on pouvait penser que le nombre annuel de décès allait chuter. Or, il n'en est rien. En 5 ans, on est bien passé de 150 à 550 000 appareils installés sur le territoire, mais le taux de survie à l'arrêt cardiaque n'a pas augmenté. Il n'est toujours que de 8%, inférieur à la plupart des autres pays européens.
La loi adoptée en 2018 n'est toujours pas suivie d'effet. Rien n'a été entrepris pour garantir la maintenance, la localisation et rien surtout pour la formation des citoyens, qui est pourtant la clé de tout. On a parfois une impression que les députés pensent qu'ils ont fait leur boulot, mais quand on rentre dans la discussion, et ça on en a rencontré certains, ils découvrent le problème. Ils ne connaissent pas dans le détail. Pour eux, il y a une loi, c'est fait, il y a des textes, c'est fait, etc. Mais quand on rentre dans le détail, quand on leur explique entre autres les problèmes actuels de la maintenance, ils découvrent qu'il y a un problème de maintenance, parce qu'ils ne le savent pas. Tous les efforts qui devraient être faits au niveau de l'initiation et de la formation ne sont pas faits. Il y a des textes, c'est pas mis en place. Les écoles, tous les enfants, c'est dans les programmes, devraient être formés aux gestes qui sauvent. Malheureusement, c'est toujours pas fait. Dans les pays nordiques, 80% des gens sont formés. Le dernier mot de notre enquête doit bien sûr revenir aux médecins, aux praticiens, aux cardiologues, à ceux qui savent parfaitement ce qu'est un arrêt cardiaque, qui essaient d'en trouver les causes et qui ont une idée juste de ce qu'il faudrait faire. Un des meilleurs spécialistes français et mondiaux est le docteur Éloi Marijon. Lui aussi dit les choses de la plus simple des manières. Ce qui sauve des vies, c'est l'association massage cardiaque défibrillateur. Et on a des illustrations récentes qui sont extrêmement fortes, c'est-à-dire que quand un sujet qui fait un arrêt cardiaque est immédiatement pris en charge sur le plan du massage cardiaque et du défibrillateur grand public, on a des taux de survie qui dépassent les 80% à la sortie de l'hôpital. On en est quasiment arrivé à un moment donné où on se dirait, finalement, la fibrillation ventriculaire et l'arrêt cardiaque, ça n'est plus véritablement quelque chose de fatal. C'est-à-dire, 8 fois sur 10, on peut s'en sortir si on est tout simplement pris en charge correctement et surtout dès le début. Le massage cardiaque a probablement un impact encore plus fort que le défibrillateur. C'est-à-dire qu'on a quand même des données qui disent que si on est correctement massé, on peut quasiment attendre l'arrivée des pompiers ou du SAMU, en tout cas en Île-de-France, je parle, qui arrive en général entre 8 et 10 minutes. Si on est massé immédiatement, on peut avoir une défibrillation un petit peu décalée dans le temps. Le massage a vraiment un rôle crucial. Et puis ensuite, je suis entièrement d'accord que les deux challenges maintenant, actuellement, si on veut maintenant être plus efficace, c'est avoir des défibrillateurs grand public qui fonctionnent. Et on avait probablement sous-estimé ce problème jusqu'à maintenant, et le chiffre d'Arlode, enfin le chiffre de cet audit est important. Un défibrillateur sur 2 est probablement pas capable de défibriller. Et le deuxième, ces applications, c'est très bien, mais en même temps, il faut avoir une géolocalisation à jour. Maintenant, en termes de communication grand public, on est encore complètement à la ramasse, quoi. Et on pourrait avoir des spots publicitaires, on pourrait imaginer avoir quand même des actions beaucoup plus, entre guillemets, offensives, quoi. Les Anglais sont bons là-dessus, Actuellement, j'ai vraiment l'impression que c'est uniquement, on dépend de l'initiative personnelle et de la motivation personnelle de certains parlementaires qui, du fait d'une histoire familiale particulière, vont commencer à s'y intéresser. Moi, c'est mon sentiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération collective en se disant, c'est un problème de santé publique, on a des solutions. C'est quand même assez fédérateur comme problématique. Je veux dire, le fait qu'on peut s'aider immédiatement les uns les autres, enfin, il y a quand même un message fort sur lequel on pourrait jouer. On a malgré tout l'impression que c'est uniquement le fait d'une initiative personnelle d'un parlementaire. Donc, par exemple, il y a 2-3 mois, j'ai été contacté, je crois, par une députée du Nord qui a dit, écoutez, là, il y a 2 projets de loi en cours, justement, pour rendre obligatoire la géolocalisation et puis pour pouvoir avoir une certaine responsabilité donc de la maintenance de ces appareils. Mais encore une fois, c'était une initiative complètement locale, personnelle, et d'ailleurs pas eu de retour tel particulier. Tant que durera cette farce, nul ne saura si le défibrillateur du coin de la rue, celui du quai de la gare ou de la pharmacie, est en état de fonctionner.
Tant que durera cette farce, on trouvera des défibrillateurs neufs ou d'occasion en vente sur certains sites. On y verra des défibrillateurs chinois neufs à 114 € ou d'autres d'occasion vendus 260, 349 ou 655 €, allez savoir. Tant que durera cette farce, on trouvera sur le net des tutos plus ou moins comiques, simples gaudrioles de comédiens amateurs en mal de reconnaissance ou publicités déguisées pour des fabricants à la recherche de nouveaux clients. Tant que durera cette farce, hélas, le défibrillateur sera encore pour tout cela la poule aux œufs d'or. Il peut s'agir d'un arrêt cardiaque soudain. 2 minutes pour comprendre aujourd'hui comment se servir d'un défibrillateur. Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser un défibrillateur. Nous livrons chaque défibrillateur avec une petite revue Sauf qui peut, éditée par les sapeurs-pompiers. Et tu te demandes comment l'utiliser et tu as peut-être peur même de l'utiliser si un jour tu dois l'utiliser. Et bah je vais tout expliquer dans cette vidéo, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Allez, c'est parti, let's go!